sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Alors aujourd'hui, nous allons faire un grand voyage dans l'espace. Il paraît que c'est très à la mode. 50 ans après Apollo, tout le monde s'y met, les Russes, les Chinois. C'est très excitant, paraît-il, l'espace. Alors ce matin, j'ai été surpris. Je suis rentré dans une librairie, je cherchais le libraire, je cherchais l'imprimeur. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre un passionné d'astronomie. Il s'appelle Christophe Cagnoni. Alors Christophe, ça vous a pris comment cette passion? Alors, c'est une passion qui remonte très loin. Quand je dis très loin, j'exagère un peu, qui remonte à l'adolescence. À partir de 14-15 ans, je me suis intéressé à l'astronomie. J'ai eu un petit télescope, c'était les premiers télescopes en vente dans les magasins. C'était des télescopes de 60 mm, 6 cm d'ouverture. C'était vraiment la petite lunette. Et j'ai commencé comme ça. Voilà. Et puis voilà, j'ai observé le ciel. J'ai découvert les planètes à travers le télescope. Et puis voilà, la passion, elle n'a fait que grandir au fil des mois et des années. Et puis, l'année dernière, alors j'étais dans l'édition, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et l'imprimerie. L'année dernière, j'ai décidé de franchir le pas et de faire de ma passion d'adolescent une activité professionnelle. Alors bon, inutile de vous dire, de vous préciser en tout cas que nous sommes dans la maison des sciences et de la nature. C'est-à-dire que vous avez carrément changé tout le décor. Tout à fait, on a changé le décor. Alors, pour cela, j'ai fait appel à une décoratrice qui m'a demandé donc de réaliser un protocole. C'est ce que j'ai fait. Et à partir des éléments que je lui ai donnés, donc elle a mis en scène, si vous voulez, donc le local avec une partie vente. Et puis la partie où nous nous trouvons, qui est la partie, on va dire, planétarium, puisque derrière vous avez un planisphère. Donc c'était l'idée d'un planétarium avec les couleurs bleu foncé. Et donc là, nous réalisons des conférences, des ateliers d'astronomie, puisque je donne des cours d'astronomie avec des jeunes et des moins jeunes, et des conférences, je l'ai dit à l'instant, avec des scientifiques par le biais d'Internet. Alors, quelles sont les questions que l'on vous pose? Parce qu'apparemment, il y a des adultes, mais il y a aussi des enfants, enfin, ou des jeunes adolescents. Oui, il y a deux catégories. J'ai créé deux catégories. La catégorie 1, ce sont des enfants qui ont entre 9 et 8 et 10 ans. Et puis ensuite, il y a la catégorie 2, ce sont des ados, en général à 13-14 ans. Et j'ai aussi des adultes, donc qui sont des passionnés. Et j'étais quand même relativement surpris par l'engouement que suscite l'astronomie. Alors il y a certainement l'effet médiatique qui doit jouer, mais quand même il y a la recherche de la découverte d'autre chose. Alors cette autre chose, ça peut-être être la Lune, tiens, j'y pense là. Alors il y a effectivement des missions, surtout actuellement chinoises, mais américaines, là, pour 2024. Il y a un projet public-privé, la NASA avec la société d'Elon Musk, qui prévoit d'envoyer sur la Lune des astronautes. Apparemment, ça serait pour 2024. Et évidemment, les Chinois sont aussi de la partie, puisqu'ils ont des missions régulières, et ils prévoient aussi des bases lunaires dans les 20-30 ans qui viennent. Donc il y a une compétition sur le plan scientifique, évidemment sur le plan politique également. Il y a également des satellites militaires, parce qu'il n'y a pas que les belles choses, il n'y a pas que la poésie quand même dans cette histoire de satellites. Le ciel est occupé militairement. Oui, voilà, ça c'est le côté, disons, moins poétique de l'affaire. Effectivement, le côté militaire est omniprésent. On le voit actuellement avec ce qui se passe en Ukraine, des photos, ce sont des photos de satellites militaires pour connaître les positions des uns et des autres. Oui, alors ça c'est vraiment le côté effectivement, bon voilà, qui est moins reluisant, mais moi je m'intéresse au côté recherche, connaissance, voilà, l'astronomie, et je crois que les gens qui viennent chez moi, c'est ce qui les intéresse aussi. Non, mais j'imagine bien, Christophe. Alors, dites-moi tout simplement vous-même, quelle est la plus belle chose
que vous ayez pu voir dans le ciel un soir, une nuit? C'est difficile. Très difficile. En règle générale, quand on débute en astronomie, l'objet qui va émerveiller, c'est Saturne. C'est vrai que Saturne, avec ses anneaux, c'est magique. Bon, ça c'est vrai, c'est dans les premiers temps. Ensuite, il y a les découvertes des cratères de la Lune, c'est aussi tout ça. Mais après, quand on avance, il y a des choses extraordinaires, des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. Enfin, il y a une richesse dans l'univers qui est inimaginable. Voilà, et qu'on peut observer déjà avec des petits télescopes. C'est ça qui est quand même intéressant. Et alors c'est difficile de dire. Moi, j'ai fait des observations l'été dernier avec un télescope, ce qu'on appelle les télescopes connectés, qui sont différents des télescopes traditionnels, où j'ai pu observer, photographier des amas d'étoiles, des amas de galaxies. Et quand on sait qu'une galaxie, c'est 100 000, 200 000 années-lumière, et qu'entre chaque galaxie, il peut y avoir plusieurs millions d'années-lumière, et que vous en observez une vingtaine en même temps, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire vous avez un groupe de galaxies qui est sous vos yeux. Et ça, c'est magique, c'est fantastique. Alors vous êtes aidé, entre guillemets, techniquement, par les télescopes. Vous avez un choix assez intéressant, même ici, dans votre maison, entre guillemets, quoi. Alors il y a des choix évidemment, il y a des choix de télescopes. J'ai pensé à tout le monde, c'est-à-dire des télescopes pour les enfants. Alors il y a à partir de 6 ans, 7 ans. Des télescopes pour des débutants en astronomie, que ce soit des adolescents ou même des adultes. Et puis après, on passe quand même à des télescopes beaucoup plus performants et qui sont plutôt destinés à des adultes qui ont déjà une expérience de l'astronomie. Et puis après, évidemment, il y a les télescopes connectés que je vends aussi, des télescopes connectés qui sont c'est déjà autre chose. C'est plus le télescope traditionnel avec l'oculaire. Ce sont des télescopes qui sont pilotés. Ce sont des robots en fait avec qui on échange et tout est automatisé. Alors il y a une facilité d'utilisation qui permet des observations, de faire des films et des photos. C'est un télescope qui peut observer jusqu'à à peu près 65-70 millions d'années-lumière. Donc on a quand même de quoi à observer. Voilà, en fait, il y a une pléthore de télescopes qui peuvent intéresser, que ce soit des enfants jusqu'à l'adulte, jusqu'à, disons, l'amateur d'astronomie passionné. Disons que si on met le nez dans un appareil de haute technologie, on peut rester combien de temps avec l'œil un peu... On ne sait même plus où l'on est, c'est extraordinaire, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'avec les télescopes d'aujourd'hui, ils sont quasiment tous automatisés, ou en tout cas, c'est presque tous, à part peut-être les télescopes pour enfants, ils sont automatisés et ça permet effectivement d'avoir une recherche des objets permanente. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous avez une observation qui peut durer une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Voilà, c'est plus comme à l'époque où il fallait un suivi manuel. C'était toujours, on peut toujours le faire maintenant, le suivi manuel, mais de plus en plus, c'est automatisé et ça permet d'observer, de faire des observations, disons, de façon tranquille, quoi. Voilà. C'est ce que recherche aussi, comment dirais-je, le passionné, c'est de faire des observations, parce qu'il y a quand même une exigence, et c'est normal, de la part des gens qui veulent faire des observations, c'est qu'ils veulent voir quelque chose de beau, que ça soit facile d'utilisation, et en fait, les constructeurs ont répondu à ces demandes. C'est véritablement une aventure, voire plusieurs aventures à la fois. Oui, la découverte du ciel, la découverte des instruments aussi, des instruments performants, et découverte du ciel, se poser des questions. Voilà, notre rapport avec l'univers, d'où nous venons. Voilà, il y a des questions, il y a des questionnements, surtout maintenant où on est dans une époque où l'humanité se cherche quand même. Elle cherche un avenir. Alors, quel avenir pour le futur? On ne sait pas trop. Et c'est vrai qu'à travers l'astronomie, l'astronomie peut répondre à certaines questions, ou en tout cas rassurer les gens en disant, voilà, il y a autre chose. Par exemple, sur les exoplanètes, on en parle beaucoup, la recherche de vie en dehors de la Terre, de vie intelligente, à travers la recherche d'exoplanètes. Et il y a un espoir, moi je le vois quand je discute avec
avec donc des gens qui viennent me voir, il y a un espoir de dire, mais est-ce qu'il peut y avoir de la vie intelligente, hein, je parle de la vie intelligente sur d'autres planètes. Je dis oui, bien sûr, c'est possible. Quand on sait que rien que dans notre galaxie, il y a environ, on a estimé, ce sont des estimations, 60 milliards de planètes qui peuvent être habitables. 60 milliards, donc il y a quand même de la marge. Mais il y a, voilà, et ça, en quelque sorte, ça les rassure. Il y a le côté rassurant de la chose. Voilà. Il y a cette, dire, voilà, il y a peut-être comment peuvent vivre ces gens. Est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés que nous ici? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de concevoir la vie, de concevoir la société, de concevoir... enfin, voilà, ce sont ces questionnements-là. Et à travers l'astronomie, effectivement, il y a une recherche de réponses. Alors Mars, c'est pour demain matin ou après-demain, je sais pas. Alors Mars, alors il y a une mission surtout américaine et chinoise aussi. Je crois que sur le Mars, il y a essentiellement les Chinois et les Américains. Ils ont les moyens financiers, la technologie. Alors l'Europe est un peu en retard aussi. Là aussi, c'est un peu à l'image de l'Europe, on ne sait pas trop. Mais effectivement, Mars, c'est une destination dans les 20 ans qui viennent. 20-30 ans qui viennent, 2050. Mais alors, vous parliez de la Lune et de Mars, mais il y a aussi les astéroïdes. Et ça, c'est très important. Parce que les astéroïdes, alors il y a une ceinture, ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'équivalent de 2 ou 3 planètes Terre. Donc c'est énorme. Et la constitution des astéroïdes, il y a beaucoup d'éléments de ce qu'on appelle les terres rares, voilà, et à profusion. Donc, ce qui veut dire, d'ailleurs, les Chinois et les Américains, surtout, font de l'exploration actuellement des astéroïdes pour ensuite aller plus loin, c'est-à-dire exploiter les astéroïdes. Parce qu'il est évident par rapport au climat, parce que nous avons des contraintes par rapport au climat, ces recherches et l'exploitation de ces matières rares sur la Terre, ça pollue énormément. Donc, et puis, il y en a très peu. Donc le fait d'aller les chercher dans l'espace, il y a évidemment la quantité et ça évite effectivement des problèmes de pollution sur la Terre. Donc en fait, les Chinois et les Américains sont déjà partis parce que demain, ceux qui auront la possibilité d'exploiter les astéroïdes, ce sont pas des superpuissances mais des hyperpuissances. Il me vient une question, est-ce que vous-même vous seriez prêt à aller voir un peu ce qui se passe sur la Lune, puisque je vois qu'il y a des gens assez riches ou très riches qui peuvent se permettre de passer 1 heure ou 2 dans l'espace, ou 3 heures, enfin, je sais pas. Ça serait une expérience fantastique, ça c'est clair. Voilà. Alors, je suis un peu claustrophobe, donc je ne sais pas si je resterai dans une cabine. Je crois pas, mais c'est vrai que l'expérience va être fantastique. Après, effectivement, je pense que le côté commercial aussi existe et il y aura certainement dans les années, mais ça va très vite hein, quand même, dans les années qui viennent, peut-être des voyages, des sociétés. On a des sociétés privées aux États-Unis, mais à mon avis, peut-être qu'il y en aura ailleurs aussi, et qui proposeront des voyages sur la Lune. C'est du domaine du possible, et peut-être même sur Mars. Bon, là, ça sera peut-être dans 50, 60 ans, et encore, ça va très, très vite. Mais effectivement, ça fait partie peut-être des stratégies des entreprises privées, comme celle d'Elon Musk, comme celle de Branson, je crois, l'anglais, et puis peut-être de Jeff, l'américain, je ne sais plus son nom, qui eux aussi participent à cette... Parce qu'ils ont compris où l'avenir, où ils se situaient. C'était là, voilà. Ils ont compris très tôt. Il y a le côté exploration, le côté commercial. Et la NASA, d'ailleurs, travaille avec Elon Musk. Par exemple, pour la Lune, on en a parlé un instant. Pour aller sur la Lune, il y a ce partenariat privé-public, NASA et la société Elon Musk, donc pour ces missions lunaires. Et plus tard, certainement, des missions martiennes aussi derrière. Puis je rappelle aussi que vous êtes quand même l'auteur d'un livre qui s'appelle OVNI, les ovnis en Corse. Est-ce que... quelquefois, on vous en reparle de ce livre? Je ne vais pas dire tous les jours, je vais exagérer, mais très souvent. Très souvent, et j'ai été quand même surpris par l'engouement du livre, mais je ne m'y attendais pas du tout. Mais pas qu'en Corse, hein, partout, hein, sur le continent, même en Italie, un peu partout. J'ai eu en Espagne aussi.
On m'a fait de la publicité en Espagne, j'étais même pas au courant, je l'ai su par hasard. Bon, il y avait un engouement pour le livre. Et puis, effectivement, depuis la sortie du livre, ça fait quand même quelques années maintenant, régulièrement, j'ai des témoignages en Corse, des témoignages d'OVNI, régulièrement. Donc, c'est que l'activité OVNI, elle n'a pas cessé, elle continue, mais pas évidemment qu'en Corse, évidemment, c'est à l'échelle mondiale. Et à titre personnel, moi, je suis en relation avec des experts en Espagne et à Paris, qui ont fait, alors ça c'est très officiel, qui ont fait et qui font toujours un gros travail sur les ovnis, et qui sont arrivés à des conclusions quand même qui laissent penser qu'effectivement il peut y avoir des activités extraterrestres dans la banlieue de la Terre. Bon, c'est tout de même impressionnant, parce que tout de même les ovnis, c'est un côté complètement fou. Croyez, apparemment, vous y... C'est-à-dire que c'est pas la question de croire. Il y a un phénomène depuis 1947, c'est le début, on va dire, de l'ufologie moderne, mondiale, c'est 1947 avec le témoignage de Kenneth Arnold. Bon, après, c'est quand même bizarre, c'est-à-dire qu'une semaine après, il y a Roswell. Donc, et en fait, ce qui se passe, et d'ailleurs ça a été bien dit par Velasco, qui était à l'époque président ou directeur du GEPAN, donc qui dépend du CNES, d'accord ? Donc c'est un organisme officiel, qui disait que en fait les témoignages d'OVNI ont vraiment commencé à partir de la première bombe atomique l'essai qui a été fait dans le désert du Nouveau-Mexique. Et là, les apparitions ont commencé à être spectaculaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je fais une digression, mais c'est important, c'est qu'aujourd'hui, avec les instruments que nous avons, qui vont être mis comment dirais-je, en place, enfin qui vont commencer à faire des observations à partir de 2024. Donc ce sont des télescopes géants, par exemple il y a celui d'Atacama, c'est un télescope européen, avec quelques pays comme le Brésil, d'autres pays, mais enfin c'est essentiellement européen. C'est un télescope qui va faire 2 milliards de dollars et qui va être à peu près 2 fois le Colisée de Rome, pour donner un peu la dimension. C'est un télescope qui fait 40 mètres de diamètre. Voilà. Et ce télescope-là va faire des recherches aussi sur les exoplanètes. Ça va être aussi sa mission. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce qu'avec les instruments... Alors, un télescope, lui, il a un verre, il capte la lumière. Mais après, il faut analyser tout ça. Alors, derrière, il y a ce qu'on appelle les spectroscopes, donc qui sont aujourd'hui des technologies de pointe. C'est-à-dire qu'ils vont analyser la lumière, on pourra savoir ce qui se passe sur la planète. C'est-à-dire que s'il y a une activité humaine, on pourra le savoir. Des planètes qui peuvent se situer à des centaines, voire des milliers d'années-lumière, voire on a découvert une exoplanète sur notre galaxie, il y a quelques mois. Donc, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais à 2 ou 3 millions d'années-lumière, une exoplanète. Donc, c'est-à-dire la technologie va très vite et elle est très pointue. Donc, ce qui veut dire, comme disait Velasco, et ça c'était très intéressant, il disait si nous avons la technologie qui nous permet maintenant de savoir ce qui peut se passer dans une autre planète. C'est-à-dire que s'il y a des civilisations extraterrestres qui ont des avances technologiques beaucoup plus importantes que la nôtre, ils peuvent détecter de chez eux, même à des milliers, des dizaines, voire des millions d'années-lumière, si l'activité sur notre planète. Donc, s'il y a eu des activités, une explosion nucléaire, ils peuvent le savoir. Nous, on peut le savoir. Donc, eux, ils peuvent le savoir. Et donc, de là, alors, c'est une hypothèse, à dire, il y a une activité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, on va aller voir. C'est une hypothèse qu'a soulevé Velasco, qui était quand même le directeur, qui était à la retraite, mais qui était directeur quand même du GEPAN. Ce qui est quand même... Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui travaillent, dont Dini, qui est le président de Sigma 2. Donc c'est très officiel, c'est un organisme officiel, c'est pas un ingénieur, et donc qui préside le département Sigma 2 et qui travaille sur le phénomène OVNI. Mais quelle importance on peut accorder aussi, parce que ça a été très important, tous ces écrivains littérature américaine de science-fiction, c'est tout de même un apport important. Les auteurs de science-fiction, ils ont sauté sur le phénomène, et puis il y a eu, c'est vrai que les États-Unis, qui ont les auteurs américains, qui ont mis en scène... voilà, mais il faut quand même, il y a quand même eu aussi le livre de Wells sur la guerre des mondes.
Donc, qui est quand même, science-fiction, c'est bien avant, fin 19e. Donc, ça commence déjà très tôt, hein, aux États-Unis. Et puis, il y a eu Jules Verne aussi, je crois. Il y a eu Jules Verne, effectivement. Voilà, Jules Verne. Oui, tout à fait. Jules Verne, mais disons, et puis dans les années, même avant la guerre, il y avait cette littérature. Mais ça a vraiment explosé après la Seconde Guerre mondiale, et surtout avec Roswell, qui a donné vraiment, ça a été le point de départ de cette littérature. Mais je veux dire, il y a de tout dans la littérature de science-fiction. Il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, mais c'est vrai qu'il y a des réflexions qui sont intéressantes. Et moi, je dirais aussi, il y a une décennie vraiment qui a été très prolifique. Ça, dans la plutôt télévision, les séries télévisées dans les années 70, avec Cosmos, 1999, et de Quatrième Dimension, d'autres séries qui ont apporté comment dirais-je, un nouvel éclairage sur les phénomènes ovnis ou sur l'univers. Voilà. Et moi, j'étais adolescent et ça m'a vraiment... j'ai été vraiment... Je crois que c'est ça aussi qui m'a incité aussi à faire de l'astronomie. Ça a été un déclic à travers justement ces films plus que la littérature, des films de science-fiction. Plus impressionnant. Plus impressionnant, oui, il y avait l'image. C'était effectivement... Alors, Christophe, on arrive pratiquement à la fin de ce voyage, voilà. Et je voulais avoir votre avis sur, par exemple, me semble que quelquefois, la nuit, on a pu voir un astronaute, enfin, on n'a pas vu son visage, mais Pesquet, bon, il nous a pas fait signe véritablement, mais ça fait partie du rêve, ça aussi. La science, bien sûr, hein, mais pour nous, le grand public, c'est un rêve complètement fou, quoi. Tout à fait. C'est vrai que la personnalité de Pesquet, beaucoup m'en parlent. Et effectivement, on se raccroche. En fait, je pense que dans l'avenir, ça va être les nouveaux héros du futur. Parce que, alors, il y a la personnalité aussi, quelqu'un de jeune, de sympathique, un peu à l'américaine. Hein, et voilà. Et c'est vrai que ça fait à travers... donc, Pesquet, ça fait rêver, puis on s'accroche à quelque chose, à quelqu'un qui prend des risques, parce que c'est quand même toujours prendre des risques. Hein. Le risque existe hein, quand on est dans l'espace, c'est pas rien. Hein. Il y a ça, il y a aussi la découverte, il y a autre chose. Et je pense que dans le futur, alors plus ou moins proche, j'en sais rien, mais je pense que ça va être les nouveaux héros et je pense que c'est mieux que... enfin, ce sera peut-être mieux j'ai rien contre le football, hein, j'en ai fait, mais peut-être qu'un footballeur ou qu'un politique, enfin peu importe, mais je pense que, voilà, et ils ont une responsabilité. Du coup, ils auront une lourde responsabilité, parce que il faut qu'ils donnent comment dirais-je, l'image qu'ils doivent donner donc au public, ça va être une image propre. Voilà, et c'est ce que le public attend aussi, parce qu'il ne les trouve plus ailleurs. Je vous avais promis un long voyage, et bien voilà, nous sommes arrivés sur Terre. Bon, c'est pas si mal que ça, la Terre. Et voilà, et à bientôt pour une autre émission. Sempre l'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti.